Avec notre invité, on aborde cette thématique qui intéresse la population congolaise, au-delà des appels pour les retraits, au-delà des manifestations anti-MONUSCO. La mission onusienne a fait sourde d'oreille. Monsieur Lacroix, le numéro 2 de l'ONU, qui a séjourné notamment à Kinshasa, avec les officiels congolais, les langages étaient très clairs, la mission ne compte pas bouger, malgré l'insuffisance des résultats. Que cache cette mission que nous-mêmes nous avons invitée chez nous à l'époque? Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans, sans résultat. Pourquoi elle ne veut pas partir? Que cache la MONUSCO aux Congolais? C'est la grande question posée à notre invité. Bonjour Israël Bouenne. Bonjour, merci M. Crispin. Tout va bien ce matin? Oui, très bien, merci. Je suis heureux de vous revoir, hein. C'est la troisième fois, je crois, oui. Toujours avec promptitude pour analyser ce qui intéresse les Congolais. Absolument, parce que c'est notre pays. On a accès au Congo aussi. On ne met pas notre avis par rapport à tout ce qui se passe. C'est compliqué et c'est important. Et je crois que Télé 50, c'est la voie par excellence pour faire attendre la voix. Et c'est la raison pour laquelle, de temps en temps, on peut partager notre petite connaissance avec des milliers de téléspectateurs qui suivent régulièrement Télé 50. Merci beaucoup pour cette marque de confiance et de considération. Vous avez suivi à travers les médias, ouais. Les réseaux sociaux notamment, des casques bleus revenant des vacances, pas vacances parlementaires, mais congés, même si le boulot n'est pas fait, mais on prend quand même des vacances. Ils sont allés en vacances avec des chars, des armes lourdes, et ils ont voulu forcer la barrière, et ils ont tiré sur une population inoffensive. Cette vidéo, quand vous l'avez regardée, on va commencer par là. Comme Congolais, qu'est-ce que ça vous a fait? Je crois que je ne veux pas cacher mon émotion ici. En regardant ces images-là, qui s'inscrivent quasiment dans la même logique de celle que l'on voit avec les agents de la MONUSCO, entrer des trafiqués, le minerai, avec beaucoup de forces étrangères. Mais je voudrais, avant de commencer par émettre un avis sur cette question qui est cruciale, je voudrais ici rappeler que Bunagana est toujours sous contrôle de la force étrangère. Tout à fait. C'est le Rwanda qui là aussi, c'est le Rwanda des appels pour les retraits, au-delà de Luanda, Nairobi, même ici à Kinshasa. Jusqu'à ce jour, la SADC s'est réunie ici, jusqu'à ce jour, sans succès. Sans succès, le M23, qui est l'appendice de l'armée rwandaise, continue à occuper l'est de notre territoire, précisément Bunagana, et ils exploitent économiquement et financièrement toutes les activités économiques, ils les exercent dans toute illégalité. Et ceci également s'inscrit dans une violation, je répète, je réitère, dans une violation flagrante des principes ou des instruments juridiques internationaux. Puisque vous savez que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, c'est là, ça viole la Charte des Nations Unies, qui préconise la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Et bien, pour arriver justement à cette question, je rappelle ici que j'ai suivi ces images avec beaucoup d'indignation. Et pourquoi je suis indigné? D'abord, premièrement, je remarque et que le Congo fait preuve d'une situation, je dirais, alarmiste. D'un côté, c'est que nous-mêmes, en tant qu'État, avec tous les attributs de souveraineté que nous avons, nous ne sommes pas en mesure d'exister comme tels. Je parle au sens classique du terme État. Et donc, par ricochet... C'est un complexe ou un manque de courage? Et par ricochet, je suis en train d'arriver justement... Cet déficit, c'est que le sociologue appelle cette hyparchie, c'est-à-dire l'affaiblissement du pouvoir de l'État, en fait en sorte que nous en ferons recours, parce qu'il faut peut-être faire une petite lecture diachronique sur l'ONU, la MONUC de l'époque, aujourd'hui la MONUSCO. Vous savez que le pays, là où nous étions, le pays était, on va dire, sous des blocs comme ça, séparés. Donc, chaque mouvement rebelle de l'époque, là nous sommes en 1998, après ces vagues-là, vers les années 2000-2001,
la MONUSCO est arrivée chez nous, donc le pays avait vraiment besoin d'installer, si vous voulez, un nouvel ordre politique pour que les choses se remettent. Vous savez que nous sommes membres de cette organisation des Nations Unies, donc par ricochet, cette institution ne pouvait que venir en appui par rapport aux enjeux de l'époque. Mais avant d'arriver que ces questions ont évolué, je voudrais ici exprimer cette indignation en disant et que la MONUSCO, puisque vous savez qu'après que les choses ont évolué, Joseph Kabila à l'époque a demandé justement le retrait de cette institution, et on a vu qu'il y a eu quelques tractations, que ça devait se faire progressivement, et là nous parlons aujourd'hui avec la résolution 2656 qui préconise justement le départ de la MONUSCO, mais de façon progressive. Mais je relève ici de la part de ces agents, cette contingent malawite de la MONUSCO qui a forcé la barrière, je relève ici un souci d'éthique et de professionnalisme de la part de ces gens, de ces militaires, de ces casques bleus. Est-ce que c'est une question d'éthique ou c'est fait à dessein? Parce qu'on a vu des casques bleus, je ne sais pas s'ils sont casques bleus, hein, en culotte d'Ins, apparemment coupé à la machette, babouche, avec son casque bleu à la tête. Est-ce que ces gens, c'est pas une autre infiltration déguisée en MONUSCO? Parce que un militaire de la MONUSCO ou de l'ONU peut s'habiller de cette façon-là, même s'il venait de vacances. Mais je relève ici parce que la plus grande question que nous tous nous posons et que nous n'avons pas assez de réponses sur la question, c'est l'établissement de ce qu'on appelle de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Et cette question qui est épineuse, qui est fondamentale, ouvre cette brèche-là. Parce que vous voyez, les gars, il est en culotte, c'est-à-dire, il venait, je ne sais pas, faire danser, là, je ne sais pas, dans des boîtes de nuit de l'Ouganda. Eh bien, écoute, il rentre peut-être pour, je ne sais pas, sous l'ivresse, peut-être il était encore sous les effets de l'alcool. Donc, cet affaiblissement, c'est que je fais allusion ici, l'affaiblissement de notre pouvoir de l'État, le manque de notre capacité en tant qu'État, comme Max Weber l'appelle, la capacité de résister. Hein, c'est celui qui exerce le monopole de la violence légitime. Comme nous n'avons pas assez des éléments sur ce qui fait l'État, ce qui fonde même l'État, c'est ce qui justifie la faiblesse, la hyparchie dont on fait voyant cette image des militaires de la MONUSCO qui tirent sur une population non armée, on a compté les morts. Si nous étions un État fort, comme vous le dites, quelle devait être la réaction idéale, immédiate? Je l'ai rappelé l'autre fois avec vous ici parce que vous me coupez. Je voudrais d'abord que l'on commence par comprendre une chose. Nous n'avons pas encore l'État au sens propre du terme. Je suis en train de parler au sens scientifique du terme. Parce que justement, l'État au sens scientifique du terme ne fera pas recours à une force étrangère pour protéger sa population. Vous voyez déjà là, il y a un problème. Alors, parce que je l'avais dit l'autre fois ici, dans notre quête vers l'État, je suis ici en train de faire allusion à l'État en tant que force de défense, l'État en tant que pouvoir managérial capable de pouvoir se projeter. C'est là où je fais même allusion à l'intelligence stratégique en fait. Donc vous voyez que l'État, dans tous ses attributs, qui fondent même sa force, sa raison d'être, il y a encore des soucis. Nous sommes loin, et je vais revenir sur la question, nous sommes ici à Kinshasa. Si vous faites un tour vers Njili Brasserie là-bas, vers Njili Brasserie, vous allez voir même qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. À combien plus forte raison sur cette partie dont on fait allusion. Alors donc, ces déficits criants de la mise en place de ce qu'on appelle l'architecture étatique nous créent ces soucis-là. C'est là où maintenant j'étais en train de dire, en tant que peuple, en tant que nation, on a des choses à faire, on a des efforts à fournir pour que nous puissions forger l'État. L'État au sens classique du terme qui sera en mesure de répondre aux attentes. Et puis j'étais en train justement de le rappeler parce que je vous l'avais dit l'autre fois que le monde international c'est à deux positions, à deux blocs. Dans le système international tel que ça fonctionne, nous avons deux blocs. Le premier bloc, on les appelle les réalistes. C'est là où je fais ce que je viens de préconiser tout à l'heure et ils pensent que pour répondre aux multiples tentatives belliqueuses, des tentatives expansionnistes des États, ces blocs de réalistes, ils mettent de l'énergie, ils forment ce qu'on appelle l'État, avec tous les attributs, ainsi que la population, pour faire face aux tentatives expansionnistes des États, parce que dans le monde international, nous disons que le système international est anarchique. Et dans ce système international qui est anarchique, tous les États du monde
mettre des stratégies pour la survie. Et nous, je vais peut-être vous choquer un peu, dans le même concept du réalisme, en relation internationale, quand on le préconise, ils disent même que les instruments juridiques internationaux sont des fictions juridiques. Donc, ils sont prêts. Vous avez vu même que le Bush est allé attaquer l'Irak parce que, pour eux, les instruments juridiques internationaux ne peuvent pas retenir leur velléité, leur vouloir de puissance et d'expansionnisme. Alors, de l'autre côté, de l'autre bloc, vous avez ce que nous appelons le surréaliste. Ce que le professeur Émile Bongeli appelle l'état bébé. Nous sommes dans cette posture. Le surréaliste se contente de la bonne foi de la communauté internationale. À chaque fois qu'on s'attaque, ils disent que la communauté internationale venait un peu, si vous des appels intempestifs. On fait des appels, tout ça parce que... Et productifs en même temps. Et justement parce que nous ne sommes pas nous-mêmes en mesure de forger ce qu'on appelle les attributs de puissance. Et c'est là qui est même à la base de beaucoup de mots. Parce que vous serez étonné avec moi, je crois que vous le savez. Le Congo fait face à une situation comme si nous étions sous tutelle des Nations Unies. Quand vous lisez ces résolutions de 26-56, vous allez vous rendre compte qu'on demande plus à l'État de faire son travail qui lui est dévolu même par la raison même d'existence de l'État. Ces résolutions sont souvent votées sans notre point de vue. D'abord, vous n'existez pas comme tel. Ils ne vous voient même pas. C'est la raison même pour laquelle ils n'ont même pas besoin de savoir comment est-ce que vous réfléchissez sur les questions. Alors, puisqu'il y a un problème de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, est-ce que c'est avec raison que la Croix, qui est passée par Kinshasa, dise que la MONUSCO ne partira pas tant qu'il n'y a pas rétablissement de l'autorité de l'État? Mais c'est justement ça la question. Donc, ils se servent de nos faiblesses pour nous imposer ce que nous n'aimons pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils disent que si, vous devez d'abord le savoir, au fond que les gens le sachent, que le Congo, étant un pays atypique dans le monde et en Afrique, nous occupons une position hautement stratégique. Cette position stratégique fait en sorte que l'on ne peut pas perdre le Congo. Vous voyez les enjeux qu'il y a. Macron, il vient de faire une tournée puis il n'y a pas longtemps ici, en Afrique. Donc les enjeux mondiaux nécessitent absolument un contrôle. C'est pourquoi même la stratégie des Nations Unies, la stratégie de puissance, c'est que le Congo doit rester sous l'emprise de cette école où ils doivent intervenir. C'est eux-mêmes qui... Et c'est là où je voudrais peut-être faire allusion ici avec notre classe politique. C'est pourquoi j'étais en train de dire, nous avons un système politique le plus faible au monde. Opposition, majorité. Regardez la polyphonie avec laquelle on aborde la question. Vous avez les opposants, quand il y a un problème, je ne parle pas simplement du régime de Tshisekedi d'aujourd'hui, même hier, quand ils étaient dans l'opposition, vous voyez, quand il y a un problème, ils couraient derrière la MONUSCO. Ils couraient vers ces gens-là. Vous voyez, aujourd'hui... Ils sont heureux de faire les tours des salons diplomatiques au monde, se prendre des photos, se vanter d'avoir été aux côtés de tel diplomate américain, telle Union européenne, tel Français, tel Belge. On ne savait pas qu'on était déjà en train de fragiliser le pays. Je parle de tous les opposants et maintenant ceux qui sont au pouvoir. Ça donnait à ces gens-là la même mise sur notre pays. Donc ils se voyaient dans une posture de venir imposer leur volonté. Et de là où nous sommes arrivés. Ce qui m'a étonné même, souvenez-vous, lorsque nous sommes aux élections de la publication des résultats des élections de 2018, et vous avez vu qu'on a dit, madame là, la représentante du secrétaire général des Nations Unies chez nous, elle avait un mot à dire. Vous voyez même que, alors que la charte des Nations Unies préconise la non-ingérence dans les affaires intérieures. Oui, mais déjà, vous avez l'Américain Blinken qui va venir avec la question des élections, pouvoir clair, on parle de crédibilité des élections 2023, transparence, alors que on a vu Trump ici crier à longueur de journée qu'on a volé mes voix, ça a été truqué. On n'a vu aucun diplomate africain, en tout cas aucun, même un président africain, puissant soit-il, demander aux Américains puisque la vérité des urnes. Parce que Trump avait ses preuves aussi. Mais justement, parce que ces questions-là, puisque nous les posons comme telles, vous le savez, notre faiblesse, c'est que nous n'avons pas ce qu'on appelle, nous ne pouvons pas faire face à ce qu'on appelle le rapport de force. On n'a pas une économie puissante. On n'a pas une armée sophistiquée. Aucun pays aujourd'hui africain peut résister à une attaque de l'étranger. Ça, ce sont justement des déficits organisationnels en tant que les États après 62 ans d'indépendance. Donc, l'Afrique n'a pas su mettre en place une intelligence stratégique, une économie
qui soit à la hauteur des attentes de sa population. C'est la raison pour laquelle nous sommes, si vous voulez, en quelque sorte, à la merci de ce monde-là. Et par ricochet, nous étions justement en train de faire allusion à cela. Les politiques congolais, quand ils vont dans les rencontres internationales vers ces hommes-là, ils viennent, ils viennent avec des positions de faiblesse. Ils quémandent quasiment le pouvoir auprès de ces gens-là. Et c'est pourquoi ça met ces gens-là dans une posture, on va dire, de supériorité. Quand ils viennent chez nous, ils ont comme l'impression, c'est eux qui dictent la loi. Or, nous savons que le Congo, c'est un pays souverain. Et que par moment, nous devons nous-mêmes commencer à construire l'État. Et moi, je crois maintenant... Alors, qu'est-ce qui nous manque finalement, M. Bouane, pour construire cet État? J'ai même lu ces livres de Modeste Mutinga, RD Congo, République des Inconscients. C'est vraiment interpellateur. Justement. Qu'est-ce qui nous manque finalement pour construire un État digne? Le Congo a tout aujourd'hui. Exact. Le Congo a, et même le centre du monde, le Congo. Qu'est-ce qui nous manque pour construire un État et nous faire respecter? Et par rapport à la question, elle est fondamentale. Je crois ici, c'est que je suis en train d'écrire un livre parce que l'intelligence stratégique dont je fais allusion depuis un temps fait partie de mon ouvrage intitulé « Développer le Congo, c'est avant tout une question de vision ». Nous devons justement arriver à construire l'État. Mais construire l'État avec qui? Parce que l'État fonctionne avec les acteurs. Déjà, d'un côté, vous le savez très bien, l'État, c'est l'administration. L'administration, c'est la colonne vertébrale de l'existentiel même de l'État, de l'existence de l'État. Alors, vous savez qu'on a des problèmes avec ça, et le politique impose l'ordre au niveau de l'administration qui a même chamboulé le fonctionnement de l'administration. Ce qu'il faut faire maintenant, à notre avis, c'est que d'abord, pour forger l'État au sens propre, au sens webérien du terme, c'est qu'on doit restructurer même le fonctionnement du parti politique. Parce que le logiciel qu'il y a dans le parti politique, ce logiciel a échoué. Et ce logiciel ne peut pas donner, justement, sens à ce dont nous appelons l'État. Parce que vous devez vous mettre d'accord avec moi, ce que nous appelons l'État, ce n'est pas ce que le français appelle l'État. L'État patron, l'État manager, l'État réponse de problèmes de santé, l'État réponse problème de L'État-providence aussi. L'État-providence, si vous voulez, même si la théorie a évolué. Donc nous n'avons pas encore forgé l'État. 60 ans d'indépendance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, pour le moment, il faut imprimer, il faut implémenter ce que j'appelais l'intelligence stratégique. Le Congo, ayant une position stratégique dans le monde, nécessite une réponse stratégique. Je l'ai dit l'autre fois ici, nous avons 9 voisins. Le Congo a 9 voisins directs. Mais quand vous regardez le peuple qui habite le Congo, ils vivent comme s'ils étaient en vase clos. Il n'y a pas une lecture, il n'y a pas une stratégie pour aborder les voisins. Quelle langue nous parlons à l'école? Quel est le système économique qui nous intègre? Mais, on devait même infiltrer ces 9 voisins. Mais c'est dans la stratégie, je vous l'avais dit, que nous occupons pratiquement la même position que la Russie. Vous savez que la majorité de la population russe, ils sont dans le service de renseignement. Regardez quand vous lisez, parce que les médias ou le cinéma servent justement à véhiculer la culture d'un peuple. Regardez les séries américaines. Vous allez remarquer dans les séries américaines, ils mettent toujours l'accent sur la Russie. Ils vous montrent la manière dont ils conçoivent leur adversaire qui est la Russie. Oui, dans le film, il y a toujours des Russes. Ouais. Donc, il y a toute une stratégie pour suivre, on va dire, la Russie de loupe. Alors, nous sommes pratiquement dans les mêmes conditions. Mais nous n'avons pas ce qu'on appelle l'État stratège. L'État qui est capable d'abord de répondre, parce que vous devez le savoir, on a plus de 80 millions d'hectares arables. Et je vous l'avais dit l'autre fois, la rencontre de Kamoref au Rwanda, ils se sont mis d'accord sur le fait que l'Inga devra jouer un rôle fondamental pour l'industrialisation de l'Afrique. Alors, en tant que l'État, avec toutes les potentialités dont nous regorgeons, quelle est la stratégie que nous mettons en place par rapport à l'énergie qui est l'Inga? Donc, vous voyez que dans tout ça, il sait qu'il faut formater les logiciels qu'on a. Les logiciels que nous appelons l'État, maintenant, il faut le formater. Si pas, il faut le changer. Et pour le changer, justement, il faut qu'il y ait de la vision. C'est là où nous disons développer le Congo. La vision, et selon vous, doit partir des partis politiques. Nous en avons plus de 1000. Sans idéal, il faut faire quoi? C'est là où supprimer tous les partis politiques. C'est là où je dis justement, vous savez que, et je vais aborder beaucoup de choses comme ça avec vous, excusez-moi, j'ouvrirai des brèches comme ça. Vous savez que la Chine, je suis démocrate de forme, s'il vous plaît. La Chine, c'est un pays communiste. C'est pas pour autant la Chine n'est pas développée. La Chine, elle est parmi les pays puissants du monde.
qui endettent même les États-Unis. Donc, par moment, nous devons nous asseoir. J'étais en train de le réfléchir avec les gens. Je crois qu'il faut que nous formons à ces stades 3 structures, 3 grandes méga, je vais dire ça, 3 méga plateformes, des grandes méga plateformes comme ça qui vont regrouper 3 idéologies dominantes. Bon, on se réclame socialiste, bon, il y a les autres qui se réclament libéraux, et puis il y a les autres qui se réclament écologistes. Donc on aura 3 blocs, des socialistes, des libéraux, ainsi que des centristes qui vont être les écologistes, ainsi de suite. Et avec cela, on impose, on injecte de l'idéologie, du fond, les contenus, dans ces 3 blocs socialistes, parce que je ne peux pas comprendre que l'UDPS s'oppose au PPRD alors que tous sont des socialistes. Vous voyez qu'il y a vraiment des soucis de fond. Donc je crois qu'il faut former ces 3 blocs politiques et l'on met du contenu. Parce que la démocratie, justement, voudrait que le pouvoir repose à la base, le développement est un soufflet au niveau de la base. C'est que nous, on ne le fait pas, par exemple. Donc, créons ces 3 formations, 3 blocs idéologiques, et tous les partis s'alignent. Moi, je m'indigne exactement contre ces foisonnements de partis politiques. Plus de 1000 partis politiques, aucun fond, bientôt 2023, avant la grande question de la MONUSCO, on va y revenir. Bientôt 2023, 1000 partis politiques. Certainement, il y aura des revendications. Chaque parti voudrait bien produire ne fût-ce qu'un député national ou un sénateur, sachant que nous n'avons que 500, qu'est-ce que j'ai dit, 613 sièges, donc les 2 parlements réunis. C'est déjà un gros problème. Est-ce que à ces stades, voyant ce qui se passe avec la MONUSCO, est-ce que le gouvernement devrait refuser l'offre extérieure par rapport aux élections de 2023? Mais c'est justement, c'est là où les Occidentaux ils nous prennent dans leur piège. Parce que nous faisons toujours recours à eux pour organiser les élections. On dit souvent la main qui donne, c'est la main qui donne, c'est la main qui domine. Et puisque nous allons toujours, parce que nous sommes un État bébé, sous tutelle de la communauté internationale, on va faire recours à ces gens-là, ils vont continuer à imposer leur volonté dans ce qui se passe en interne. Et parce que nous parlons justement du système politique, j'étais en train de dire que nous avons le système politique le plus faible au monde par rapport aux enjeux. Quand nous parlons avec nos amis qui sont à l'étranger, tout ça, ils vous disent que mais on regrette. Regarde, le Congo, l'Est du Congo est occupé. Vous avez vu le débat qu'il y a au Parlement. Vous voyez que même le Parlement, vous sentez que les débats n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc, on parle, dans le Conseil des ministres, on parle des embouteillages. Vous voyez un peu de soucis comme ça. Donc, on a un problème structurel et structurant. Et je crois que la chose que l'on doit faire en tant que peuple, je l'ai dit comme ça peut vous faire rire, il faut une pause reflot scientifico-évolutionniste. C'est-à-dire, par moment, on doit s'arrêter. On doit réfléchir et on regarde comment on peut projeter le pays. On voit ce soir, la Chine n'est pas une démocratie. Mais quand vous regardez la Chine dans sa façon de fonctionner, la démocratie est exercée à la base. Et pourtant, la Chine, elle est puissante, elle est émergente. Et les Chinois même tiennent tête aux Américains. Vous avez suivi le président chinois qui dit à Joe Biden, monsieur, attention, celui qui joue avec le feu finit par se brûler. Voilà. C'est clair. Parce qu'ils ont tout le moyen avec eux pour résister devant les États-Unis. Et le rapport de force dont on fait allusion également. Donc, nous devons construire l'État au sens propre du terme. Et bien entendu, l'État qui répond à ces missions régaliennes assurera la sécurité, que ce soit à l'Est, que ce soit à l'Ouest, du Nord comme au Sud. Mais justement, par rapport à la question de la MONUSCO, parce qu'il faut en parler, vous savez que... Oui, parce que, vous savez, il y a eu beaucoup d'appels à l'interne, déjà. Certains officiels ont même dit clairement, la MONUSCO a échoué. Il est temps qu'il plie bagage. Le peuple a suivi, il y a eu des manifestations anti-MONUSCO qui s'est soldées par un bilan très lourd. Nous avons perdu 32 Congolais et 4 casques bleus. Cette MONUSCO ne veut pas du tout partir. Qu'est-ce qu'elle cache aux Congolais? Pourquoi vous voulez rester chez autrui alors que celui qui vous avait invité ne veut plus de vous? On a dit ça tout à l'heure que c'est une question d'enjeu stratégique pour les puissances, pour contrôler les minéraux. La plaque tournante, on ne le cache plus. Il y a beaucoup de contingents, le contingent de la MONUSCO qui sont derrière les affaires, justement dans le trafic de minerais. On a vu plusieurs fois d'ailleurs dans les images qu'un camion de la MONUSCO circulait avec des minerais dans le pneu. On en a vu. Donc, je crois que l'enjeu stratégique, parce que la guerre, elle est économique, c'est tout à fait crucial par rapport à cela. Et ici, moi, je pense que le gouvernement congolais, sous la question,
parce que l'opinion publique a exprimé sa volonté d'exiger le départ de la MONUSCO, comme ce fut le cas avec le Mali. Le Mali aujourd'hui... Bon, il parle réévaluation, on ne sent pas un langage direct. Non, mais il faut... Qu'est-ce qui nous manque? Un courage fort, un sursaut, et je pense, un dépassement de soi. Exactement, dire, il faut... finalement, advienne que pourra, monsieur partez. Exactement, moi je crois que ça sera la solution pour que nous établissions la paix par nous-mêmes. Autant nous continuerons à s'appuyer sur la MONUSCO pour essayer d'établir l'ordre public, ça sera comme si nous serons en train un peu d'éluder, un peu de diluer notre capacité en tant qu'État d'exister comme tel. Donc je pense que par rapport au Mali, la MINUSMA est parti, le peuple malien a exigé le départ de la MONUSCO et j'ai vu les choses sont allées dans cette direction. Et je crois aussi par rapport à nous devons justement aller dans cette direction. C'est plus le temps de tergiverser. Trop de tergiversation crée, si vous voulez, cette faiblesse et dans notre pays. C'est pourquoi moi j'étais aussi en train de faire allusion, M. Crispin. Vous savez que l'émergence de société est basée sur la conscience. Triard Desjardins a préconisé 3 types de conscience. Il dit dans le peuple du monde sont caractérisés par 3 types de conscience. Il parle de conscience faible, il parle de conscience progressive, il parle de conscience de progrès. Et le peuple qui excelle dans le monde, comme la Chine, comme les autres, ils sont ces peuples-là qu'il appelle, qui se caractérisent par la conscience de progrès. Malheureusement, au Congo, vous allez voir que lorsque la maison brûle, les Congolais ne se mettent même pas d'accord sur le minimum. Il y a une crise de confiance entre Congolais. Ils passent du temps à parler des individus, des débats des caniveaux. Et on le fait à tout bout de champ. Et vous allez voir que même les ONG, les mouvements citoyens, ils emboîtent parfois le pas des officines étrangères. Et cela fait en sorte que ça crée ce que j'ai appelé la cacophonie, si pas la polyphonie. Sur la scène internationale, il n'y a pas une seule voix. Or, sur des questions précises comme celle-là, il faut qu'il y ait unanimité. Qu'est-ce qui fait notre conscience en tant que peuple? Quel est ce qu'on appelle l'imaginaire collectif? Quelle est la volonté commune de vivre en tant que peuple? Si des questions fondamentales comme celle-là, nous sommes divisés. Vous voyez qu'il y a des soucis. Alors, on va terminer. On va chuter la dernière question. Qu'est-ce que la RDC perdrait si la MONUSCO partait qu'elle a maintenant? C'est-à-dire, ce que la RDC a maintenant, qu'elle pourrait perdre sur cette mission dégagée. En tout cas, à mon avis, à moins que la perception soit outre, moi je trouve que ça sera plutôt l'occasion. Parce que vous devez savoir qu'en 2013, on a bouté le M23, le colonel Marouma, Mamadou Dalla, et la MONUSCO n'était pas. Alors je pense que le Congo ne perdra rien. Si pas quelques artifices de relations internationales avec certaines organisations, mais en tant qu'État. Je pèse mes mots, le Congo ne perdra rien si nous voulons nous affirmer en tant que tel. Parce que continuer à dépendre de cette communauté, de cette MONUSCO qui d'ailleurs consomme un budget colossal avec le résultat, on va dire, inefficace, en tout cas à mon avis, il faut que nous nous assumons nous-mêmes. Ça c'est ma façon de voir le chose. Il faut s'assumer, monsieur Israël Higbouen, Bintou Keïta a vanté les M23 aux Nations Unies, comme quoi M23 a des armes sophistiquées que la MONUSCO n'a pas. Ça me paraissait encore une fois une insulte. Justement. On va terminer, ce sera votre dernier mot. Mais c'est justement cela. C'est là où nous disons qu'il y a un complot international contre le Congo. Donc la MONUSCO, je vais quand même aller un peu plus loin, c'est que la MONUSCO travaille minutieusement pour la mise en place de ce schéma que nous connaissons depuis longtemps, la balkanisation du Congo. Parce que comment est-ce que... Un chemin qui a toujours échoué, hein? Parce que Lumumba déjà en parlait avant l'indépendance. Oui, il fut même les premiers à prononcer ces mots. Ces gens-là, ils continuent, ils sont en train de travailler dans les officines pour ça. Parce que comment vous pouvez émettre, vous pouvez plébisciter une organisation terroriste et criminelle sur la scène, sur les Nations Unies comme ça? Vous en parlez, en tout cas, c'est honteux. Donc ça ne cache plus, ça traduit la volonté manifeste de la communauté internationale qui veut en finir, qui veut tout simplement en finir avec le Congo dans son format actuel avec 2 345 000 km². Quoi qu'il arrive, le Congo restera un et indivisible. Tous ceux qui sont passés, même les fameux rois de Belge, roi Léopold II, pensaient que le Congo lui appartiendrait pour toujours. Mais il est parti, il a laissé. Les minerais dans ces pays, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, on continue à découvrir. Le Congo est beau, le Congo est grand,
Israël, merci d'être passé. Merci, c'est à moi de vous remercier, M. Crispa. Merci à vous. D'ailleurs, c'est par ici que nous terminons ces 3 heures des directs, 50 bonjours, avec beaucoup de rubriques. Je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine, même jour, donc le mercredi prochain, même heure, même lieu, avec les mêmes plaisirs. Vous allez suivre dans quelques instants la Minute Info en langue nationale. Portez-vous bien chez vous. À très bientôt.